Bonjour, donc je m'appelle Alexandre Hertig, je suis MCUPH dans le service d'urgence néphrologique et transplantation rénale de l'hôpital Tenon. Et j'ai animé pendant une dizaine d'années les conférences de néphrologie pour la conférence Khalifa. On va voir aujourd'hui 4 dossiers de D4 de néphrologie. Le premier, le voilà. Il s'agit d'une femme de 48 ans qui consulte en raison d'un 3e épisode en 2 mois de douleurs lombaires avec hématurie macroscopique et caillot qui signe une origine urologique de l'hématurie, douleur ayant spontanément cédé. À l'examen clinique, pas de signe périphérique de choc, le poids est de 65 kg stable d'après la patiente, et la pression artérielle est élevée à 168,94 mm de mercure, et elle vous dit que ce sont ses valeurs habituelles. La palpation de l'abdomen retrouve de nombreuses masses arrondies dans les deux flancs. L'échographie rénale, réalisée pour connaître la nature de ces masses, retrouve 2 reins de grande taille, 19 cm, alors que la taille d'un rein normal est plutôt de l'ordre de 12 cm, et contenant de nombreuses structures kystiques. Les cavités rénales semblent fines, et le radiologue signale 3 kystes hépatiques de petite taille. La biologie qui est réalisée montre une urée à 27 mmol par litre, avec une créatinémie à 248 micromol par litre, donc élevée. Vous notez une hypocalcémie, une hyperphosphorémie, une anémie légèrement microcytaire, une thrombopénie discrète et pas d'hyperleucocytose. Le CBU permet d'écarter ou de rendre très improbable une infection, puisqu'il y a une leucocyturie quasiment normale et pas de nitrite. En revanche, le CBU confirme l'hématurie qui est macroscopique, donc supérieure à 1 million par millilitre. La première question est facile. Quel est votre diagnostic? Il s'agit évidemment d'une polykystose rénale, 2 gros reins kystiques, autosomique dominante. C'est une maladie qui est très fréquente puisqu'elle concerne environ une naissance sur 1000. Et c'est dans le monde la 3e cause d'insuffisance rénale terminale. Je vous ai mis ici une photographie pour illustrer ce qu'est un rein polykystique. C'est un rein complètement déformé par des kystes très gros qui en fait détruisent le parenchyme rénal normal et empêchent la fonction rénale. Est-ce qu'il y avait des diagnostics différentiels à discuter? Non, il n'y en a aucun. Il n'y a aucun autre diagnostic qui puisse se présenter de la façon suivante. Un adulte d'une 50aine d'années avec 2 énormes reins kystiques, c'est évidemment une polykystose rénale autosomique dominante. Alors il y a d'autres maladies kystiques. Il y a la polykystose récessive qui est assez rare, il y a la maladie kystique de la médulaire, il y a la néphronophtise, bref, il y en a toute une série, mais aucune ne donne 2 gros reins polykystiques aussi impressionnants dans l'abdomen, donc il n'y a aucun autre diagnostic à évoquer. Sur un plan physiopathologique, que faut-il savoir des maladies kystiques rénales? Que toutes, quel que soit le nom qu'on lui donne, ont en commun d'être liées à une mutation d'un gène qui code pour une protéine exprimée dans le cile primaire. Alors toutes nos cellules, sauf les lymphocytes, ont sur la tête un cheveu unique qu'on appelle le cile primaire, qui perçoit le flux urinaire dans la lumière tubulaire. Le cile est ancré littéralement sur la cellule épithéliale tubulaire, et à chaque fois qu'une protéine codant pour ce cile, et il y en a des centaines, est mutée, eh bien, vous avez une prolifération kystique qui est dans l'espace et complètement anarchique et qui mène à une polykystose rénale avec une présentation clinique qui peut varier d'un génotype à l'autre. Et la polykystose rénale autosomique dominante est liée à la mutation d'un gène qui code pour la protéine polycystine 1 ou 2, selon qu'il s'agit d'un génotype PKD 1 ou 2. Alors, on vous demande d'interpréter l'anémie. En fait, vous êtes devant une patiente qui rapporte 3 épisodes d'hématurie macroscopique avec caillot, c'est-à-dire d'hématurie d'origine urologique. Évidemment, le premier diagnostic à évoquer est l'anémie hémorragique par perte
direct par saignement urinaire. La deuxième hypothèse à évoquer est bien sûr une carence martiale, puisqu'il y a un saignement chronique, et vous avez remarqué que le volume globulaire moyen était diminué. C'est une anémie qui est légèrement microcytaire, et donc une carence en fer a pu s'installer, s'est installée, qui empêche une régénération médulaire correcte. Vous pouviez avoir proposé, mais c'est peu probable, une carence en érythropoïétine parce que cette patiente a une insuffisance rénale, et on sait bien que dans l'insuffisance rénale chronique, il y a une anémie centrale qui s'installe par carence en érythropoïétine, hormone qui est fabriquée par le rein et qui donne l'ordre à la moelle de fabriquer de nouveaux globules rouges. Mais il se trouve que dans la polykystose rénale, il y a une synthèse d'érythropoïétine qui est maintenue et qui explique que ces patients soient rarement anémiques alors qu'ils ont une insuffisance rénale. Donc il y avait un petit piège. En tout cas, ce n'était certainement pas la première cause à évoquer chez une femme qui, encore une fois, saignait et de façon chronique. À distance de l'épisode, l'hypertension persiste. Quelles mesures prenez-vous pour la contrôler? Alors, c'est une hypertension artérielle de l'adulte, secondaire à une néphropathie, ici une polykystose. Donc c'est, comme chez tout le monde, des mesures hygiéno-diététiques. C'est très important. Les mesures hygiéno-diététiques qui ont montré leur efficacité dans le contrôle de l'hypertension artérielle, c'est la perte du surpoids s'il y en a un, avec un objectif d'arriver à un index de masse corporelle inférieur ou égal à 25. Il faut évidemment se méfier du sel. Alors, on dit rarement en première intention aux patients d'acheter le pain sans sel, les biscottes sans sel, etc. Mais on vise en gros 6 à 8 grammes de sel d'apport quotidien par jour, ce qui suppose que les patients ne ressalent pas l'alimentation, c'est-à-dire ne salent pas l'eau de cuisson, ne touchent pas à la salière quand ils sont à table, etc. On recommande également un régime en potassium, riche en potassium, c'est-à-dire contenant des fruits et des légumes en abondance, 5 fruits et légumes par jour. On recommande également aux patients d'avoir une activité physique régulière. Régulière, ça veut dire environ une demi-heure de marche par jour et si possible une activité sportive le week-end. Enfin, il faut se méfier de l'alcool. J'ai mis arrêt du tabac et de l'alcool parce qu'il est évident que sur un plan cardiovasculaire, il vaut mieux interrompre un tabagisme existant, mais l'arrêt du tabagisme ne va pas aider immédiatement à contrôler ou corriger une hypertension artérielle, alors qu'en fait, la diminution des apports en alcool, oui. Alors, vous savez que chez l'homme, il faut boire moins de 3 verres par jour, 3 doses, on va dire, et chez la femme, c'est 2. Et puis, dans ce contexte de polykystose rénale, c'est-à-dire d'hypertension secondaire à une néphropathie, il faut débuter un traitement antihypertenseur médicamenteux. Alors, la tendance, évidemment, dans l'insuffisance rénale chronique est de favoriser un traitement par inhibiteur de l'enzyme de conversion ou antagoniste du récepteur de l'angiotensine 2 à visée néphroprotectrice. Il se trouve que dans la polykystose, ces traitements n'ont pas la même vertu néphroprotectrice que dans les autres néphropathies chroniques. Donc en fait, le choix est assez libre. Vous pouvez prescrire un IEC, un ARA2, un bêta-bloquant, ce que vous voulez. Il n'y a pas de classe à privilégier l'une par rapport à l'autre. Alors, on vous donne la question suivante. Donnez les grandes lignes de votre prise en charge à moyen terme. Vous avez en face de vous une patiente insuffisante rénale chronique. Ça veut dire une patiente qui a un très haut risque cardiovasculaire à cause de cette insuffisance rénale. Donc la première chose à évoquer, c'est les mesures qui vont permettre de corriger les facteurs de risque cardiovasculaire. On a déjà parlé du traitement de l'hypertension artérielle. Il faudrait évidemment rechercher un diabète et le cas échéant le traiter. Vérifier que le cholestérol est bien à la cible, c'est-à-dire chez les insuffisants rénaux, un LDL cholestérol à 1 g par litre. Et il faudra introduire un régime spécifique et une statine si c'est nécessaire. Et puis on en a parlé également, interrompre un tabagisme actif ou passif existant. Naturellement, il faut corriger l'anémie pour éviter qu'une hypertrophie ventriculaire gauche ne se surajoute et majeure encore le risque cardiovasculaire.
Comment corriger une anémie? Chez cette femme, au moins en donnant du fer, puisqu'on a vu que l'anémie était microcytaire, et éventuellement en cas d'inefficacité administrer de l'érythropoïétine, mais on a vu que dans le contexte de polykystose rénale, c'était rarement nécessaire. Et puis, le risque cardiovasculaire des insuffisants rénaux chroniques est augmenté, en partie parce qu'il y a de l'hypertension artérielle, en partie probablement parce qu'il y a des toxines urémiques dont on ne connaît pas très bien encore les conséquences sur l'endothélium des patients, mais aussi parce que le produit phosphocalcique est élevé et ce sont des patients qui, même jeunes, peuvent présenter des calcifications vasculaires qui sont associées au risque de morbidité et de mortalité cardiovasculaire de l'insuffisance rénale. Et donc il faut essayer de normaliser le bilan phosphocalcique des insuffisants rénaux. Alors, quel est leur profil? Ils ont une tendance à l'hypocalcémie et une tendance à l'hyperphosphorémie. L'hypocalcémie doit en fait être relativement tolérée. On peut apporter un petit peu de calcium dans le but de normaliser la calcémie, mais on a le droit d'apporter seulement, ou disons au maximum, 1500 mg de calcium élément par jour, ce qui fait un sachet en général de calcium de n'importe quelle marque. Pourquoi? Parce que jusqu'à il y a 5 ans, on disait qu'il fallait à tout prix normaliser la calcémie, donc on donnait des doses très importantes de calcium aux patients, et on s'est aperçu que plus on leur en donnait, et plus les calcifications vasculaires étaient importantes, et plus la morbidité cardiovasculaire était importante. Donc aujourd'hui, on peut en donner un peu, encore une fois, moins d'1,5 g par jour, mais on n'a plus cet objectif d'avoir une calcémie normale, on tolère une hypocalcémie. En revanche, on est toujours très strict sur le phosphore, qui est d'élimination rénale, ce qui signifie qu'en cas d'insuffisance rénale, une hyperphosphorémie est présente, qui augmente le produit phosphocalcique et les calcifications. Donc il faut donner aux patients la liste des aliments riches en phosphore. Le premier d'entre eux, c'est évidemment les produits laitiers, le lait, les laitages, les fromages, etc. Mais il y en a beaucoup d'autres et il faut donner la liste et si possible avoir organisé une consultation avec un diététicien ou une diététicienne. Si le régime pauvre en phosphore ne suffit pas à normaliser la phosphorémie, alors il faut recourir à des chélateurs du phosphore. Autrefois on donnait le calcium au moment des repas, on vient de voir que ce n'est plus de mise. Donc aujourd'hui on donne des chélateurs artificiels du phosphore. Il en existe en fait plusieurs marques. Il faut, puisque l'avenir de ces patients, c'est malheureusement la dialyse, et qu'en dialyse, il peut y avoir un manuportage de virus, et notamment de virus contaminants comme l'hépatite B, l'hépatite C ou le VIH, essayer de prévenir au moins l'infection aux virus pour lesquels il y a un vaccin. Et donc, tous les patients insuffisants rénaux doivent être vaccinés contre l'hépatite B le plus tôt possible, parce que l'immunité de ces patients est de plus en plus compromise à fur et à mesure que l'insuffisance rénale progresse. Et donc, plus on les vaccine tôt, dès le diagnostic, mieux c'est. Enfin, il faut avoir, peut-être pas dès ce stade, mais lorsque les gens sont aux alentours de 15 ou 20 millilitres-minutes de clairance, une discussion avec les patients sur la technique de dialyse qu'ils vont souhaiter. Vous savez qu'il y en a deux. L'hémodialyse, où schématiquement les patients sont dans un centre 3 fois par semaine pour être hémodialysés sur une fistule artério-veineuse pendant 4 heures, et la dialyse péritonéale où les patients gèrent à domicile des poches de dialysa qu'ils injectent eux-mêmes par un cathéter péritonéal dans l'abdomen et qu'ils vident toutes les 4 heures ou une fois le soir avant de se coucher. Donc technique plus contraignante mais qui les libère d'un lien avec un centre d'hémodialyse. Question numéro 6. 5 ans plus tard, elle est en insuffisance rénale terminale et suit un traitement par hémodialyse, c'est ce qu'elle a choisi. Et sa cousine a exprimé le souhait de lui donner un rein. Sa cousine a 18 ans et on vous demande de donner votre décision sur cette question. Que faut-il répondre? D'abord que c'est théoriquement possible puisque la loi promeut en quelque sorte le don vivant, le don à partir de donneurs vivants apparentés,
parce que clairement, le pronostic d'une greffe à partir d'un donneur vivant est meilleur que le pronostic d'une greffe à partir d'un donneur cadavérique pour plusieurs raisons. Et aujourd'hui, les apparentés qui ont droit de donner un rein sont les parents, les enfants, les frères et sœurs, les oncles et les tantes, les cousins, les cousines, et également les maris ou femmes, conjoints ou conjointes, si vous pouvez justifier de 2 ans de vie commune sur les quittances, les bails, etc. Et également les beaux-pères ou les belles-mères en cas de famille recomposée. Donc la loi promeut assez largement le don vivant. Cependant, dans ce cas, puisque la cousine a 18 ans et qu'elle est d'une famille où au moins un membre, la patiente, a une polykystose rénale, qui est une maladie génétique, il est délicat de répondre immédiatement à cette patiente, puisque cette cousine peut très bien être porteuse du trait de la polykystose. Et avant 30 ans, schématiquement, on ne peut pas exclure le diagnostic de polykystose en faisant une échographie. L'échographie pourra être normale jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc cela supposerait, pour pouvoir autoriser ce don, et si la patiente était compatible, d'aller jusqu'à la recherche de la maladie génétique, recherche du génotype, ce qui ne se fait pas en routine. Et donc, dans ce cas précis, probablement vous écarterez cette proposition. Voilà, c'est la fin de ce cas clinique. On a donc vu un cas d'hypertension artérielle secondaire à une néphropathie qui, en l'occurrence, était une néphropathie kystique, la polykystose rénale, qui se présentait d'emblée avec une élévation de la créatinémie en rapport avec une insuffisance rénale chronique. Le mode de diagnostic, c'était une hématurie, ici macroscopique avec caillot, hein, donc urologique, responsable d'une anémie chronique. Et puis nous avons évoqué brièvement la transplantation d'organes pour les aspects légaux.